Alors, pour se mettre un peu en appétit, on va commencer par des questions linguistiques. Est-ce que vous connaissez bien la langue française? Relativement bien, c'est ma langue maternelle, mais je parle un français un peu particulier, un français suisse. Ah bon? Et qu'est-ce qui est si particulier dans le français suisse? C'est pas qu'on dit 70, 80, 90. Oui, je sais, mais à part ça, c'est pas. La construction de la langue n'est pas est la même. Parfois différente, on dit je vais savoir, non pas voir ça, on va dire. Très bien, tiens. Un ordre germanique. Ah, on va dire ça. Tiens, ça je n'avais pas remarqué. Je vais savoir. Je vais savoir. Ich werde das sehen. Ouais. Amusant. Parce qu'on est des anciens colonisés, on a été colonisés par les Bernois pendant des siècles. C'est vrai. Et à part ça, qu'est-ce qui nous ont impacté, à part cette inversion? On a aussi beaucoup de proximité avec la langue d'oc. Oui, l'occitan. Oui, j'étais un temps dans l'hérault et j'étais frappé comme pas mal de mots particuliers se retrouvent en Suisse romande et dans l'hérault. Ah bon? Voilà, par exemple, pour dire un grenier, on dit un galta. Ah oui, mais ça on l'utilise aussi en France, oui. Oui, justement dans le sud-ouest. Ouais. Non, mais enfin on le connaît à Paris même. C'est connu. Ah bon? Oui, on le connaît. On arrive à dire ça. Bon, eh bien écoutez, alors, on va parler de ces questions linguistiques. Pour commencer, chaque période, puisqu'on a à peu près une demi-heure, on va consacrer 7-8 minutes à chaque sujet, on a 3 sujets majeurs. Alors, une langue, à votre avis, une langue, quels sont les grands axes d'une langue? Toutes les langues, quels sont les axes qu'elle met en avant? Les axes, non, j'ai de la peine à comprendre la question. À quelle valeur elle se réfère? Quelles sont les problématiques qu'elle véhicule? Est-ce qu'une langue la grammaire, elle a une problématique, une grammaire. Est-ce qu'il y a une grammaire, une problématique? Ça, alors le problème de l'origine de la grammaire, ça c'est... Non, mais par exemple, moi je vous donne un exemple, le masculin et le féminin, c'est problématique. C'est très problématique. Non, c'est pas problématique. C'est problématique. Mais c'est aussi très problématique quand on apprend une langue. Il y a un masculin et un féminin qui s'attachent à tous les mots, y compris ceux qui, a priori, rien ne nous dit s'ils sont masculins ou féminins. On voit ça quand on essaie de parler allemand, ou quand des Allemands essayent de parler français. Il y a des ordres de genre. Tout le temps, ouais. Du genre des mots, c'est très... C'est très ennuyeux. Ça serait tellement plus simple de mettre du neutre sur tous les objets. Mais voilà, c'est pas comme ça. Alors vous connaissez l'allemand? Oui. Alors, quelle est la différence entre l'allemand et le français au niveau des pronoms possessifs? Alors, il y a par exemple le fait que quand on dit son ou ça, quand on parle allemand, ça ne sera pas le même son s'il s'agit de masculin ou féminin. Sein ou ihr. Oui. En français, on ne précise pas, on ne tient pas compte du sujet, de l'objet. On ne sait jamais qui parle. On va dire, par exemple, elle est partie avec son chien. Voilà. Il est venu avec sa voiture. Alors qu'en anglais ou en allemand, on va préciser que son et ça, c'est lié au sujet. Ihr, his, her. Et l'autre axe qui est important dans une grammaire, c'est quoi? Par le genre. Alors, un autre aspect, en tout cas qui me frappe en français, c'est entre autres, il y a aussi parfois une confusion, c'est le fait qu'il n'y a pas de cas, contrairement à l'allemand ou au latin. Et donc, une langue où il y a des cas, c'est plus précis. Quelle est la fonction d'un mot dans la phrase, ce qui n'est pas le cas en français. Oui. Enfin, l'autre axe, c'est le singulier et le pluriel, en fait. D'accord, c'est vous appelez ça un axe. Oui, pourquoi c'est un axe? Parce que ces langues reflètent une problématique sociale, c'est sociologique. C'est un terme grammatical, axe. Ce n'est pas forcément un terme grammatical, mais c'est porteur. Les notions de genre et de nombre sont le reflet de la construction sociale. Oui, alors en effet, alors on accorde ensuite. C'est d'ailleurs
on n'a pas encore le mélange des nombres. Par contre, il y a le mélange des genres. Je reçois maintenant de plus en plus de messages où les gens, au lieu de dire il, elle, ils écrivent yel. Vous avez vu ça aussi? Non, pas encore, mais je crois que ça ne se prend pas. Je crois que j'en ai vaguement entendu parler. C'est assez étonnant, effectivement. Ouais. Mais la question est de savoir si ça se produit au niveau de l'industrie. Est-ce que ça se produit dans la société, ça? Est-ce que c'est le reflet de l'organisation sociale? Dans quelle mesure la langue... J'ai l'impression que pour le moment, en tout cas, ce qui est cette particularité des yel, c'est purement idéologique et c'est très minoritaire. Par contre, le singulier et le pluriel, oui, ça c'est... Et ce qui est curieux aussi, c'est qu'en français, on a un ou pluriel, alors qu'il y a d'autres langues où il y a deux. Il y a une forme particulière pour le mutuel. Le beide, oui. En anglais, both. Voilà, c'est ça. Donc, voilà. Nous, c'est un ou beaucoup. Oui, d'accord. C'est ça. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est de savoir quelle est l'importance dans une société de la dialectique entre le 1 et le pluriel, ou entre le masculin et le féminin. Voilà. Entre le 1 et le pluriel, il y avait une devise célèbre, qui est d'ailleurs la devise du pays d'où je viens, c'est un pour tous pour un. C'est aussi la devise des trois mousquetaires, peut-être. Oui, on est voilà, il va y avoir un film qui va sortir bientôt là-dessus. Qu'est-ce qui va sortir là-dessus? Sur les trois mousquetaires, un film sur les trois mousquetaires, avec Romain Duris, avec etc. Voilà. Ça va sortir dans quelques semaines. Dans la société, est-ce qu'il y a des périodes où ce qui est important c'est le 1 et des périodes où ce qui est important c'est le tous? On entend beaucoup dire qu'on vit actuellement une période individualiste. C'est le 1 qui compte. Et on se préoccupe moins de tous. On ne peut pas imposer les valeurs de tous à un. Mais à l'inverse, le 1, c'est pas uniquement l'individuel. C'est aussi. Pour vous, le 1, ça évoque l'individuel. A priori, c'est. Le roi, par exemple, il est 1. C'est pas un individu. C'est un individu. Oui, donc c'est pas n'importe quoi. Voilà, donc le véritable 1, c'est celui-là. Le véritable 1. La position entre le 1 et le tous, c'est qu'il y a le chef et le peuple. Voilà. C'est ça le véritable fondement du rapport singulier pluriel, si vous voulez. Il y a aussi l'opposition entre le 1 et le pluriel au niveau des dieux. Et je viens de voir une exposition fascinante à Fribourg sur le passage des dieux multiples à un dieu unique dans l'Antiquité. Voilà. C'est très intéressant de voir comment ça s'est fait. Alors, est-ce qu'à votre avis, dans le niveau politique, il y a des périodes où on a besoin du 1 et des périodes où on a besoin du pluriel? Alors, quel est le rôle du pluriel par rapport au 1 et du 1 par rapport au pluriel? Voilà. On peut parler de besoin, on peut aussi parler de l'imposition de 1 qui s'impose sous forme d'une dictature. Mais évidemment, quand il y a une dictature, c'est aussi parce que dans le pluriel, il y a des gens qui ont accepté ça et qui ont laissé une personne prendre tout le pouvoir. On voit quelques exemples aujourd'hui. Un autre, par exemple, quelqu'un qui écrit un livre, c'est lui qui l'a écrit. Bon, on n'est pas c'est pas le problème de la dictature là. Il a écrit, il est 1, mais il a des lecteurs. Il a des lecteurs et en plus de ça, une bonne partie de ce qu'il écrit n'est pas de lui, mais c'est des choses qu'il a entendues autour de lui et il peut aussi reconnaître ce qu'il doit à la pluralité de oui. Mais enfin, il y a le domaine de la littérature, il y a aussi le domaine de la science. Par exemple, quand Einstein publie ses travaux en 1905, il en est l'auteur. Et il y a d'autres personnes qui vont le diffuser, qui vont le connaître, qui vont l'appréhender. Donc il y a toujours, à la source, il y a toujours un élément unique, et après ça se diffuse. Oui, on peut le voir comme ça, mais l'élément unique est aussi le point de focalisation de multiples enseignements et influences. D'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de scientifiques modestes disent qu'ils ne sont qu'un âme sur l'épaule des géants. Oui, mais ça, c'est bien entendu qu'on continue un travail qui a été fait par les générations précédentes. Mais à un moment donné, il y a des scientifiques qui sont
qui sont vraiment des éléments déterminants. Voilà, qui font un travail original, qui nous défendent, et ensuite c'est reproduit ou reproductible par d'autres qui vont Voilà. ça devient un peu une- Donc c'est ça aussi la question, c'est qu'il y a des gens qui sont à l'origine des processus et d'autres qui ne font que les reprendre et les développer et les communiquer. Ouais. Et là, on tombe sur une autre question, c'est le rapport du masculin au féminin. Oui, alors quel rapport faire Ah ben justement, les deux? Parce que, évidemment, traditionnellement, dans une vision peut-être chinoise, yin et yang, on voit le masculin comme étant l'élément fabricant, actif, créateur. Mais je pense que ça, aujourd'hui, ça est très ébranlé. Et puis on a d'ailleurs des scientifiques de très haut niveau qui étaient des femmes, d'ailleurs déjà il y a un siècle, comme Marie Curie, qui a fait peut-être des travaux plus originaux et plus créatifs que son mari. mais malgré tout, quand on va par exemple, au concert, comme l'autre jour, Oui. 95% des compositeurs sont des hommes de l'histoire de la musique. Oui. Donc il y a un public féminin et puis il y a des créations qui sont largement masculines. Maintenant, vous avez peut-être une explication à nous proposer. Bon, simplement, on doit un peu nuancer la chose en se rappelant qu'il y a certaines femmes compositrices qui faisaient signer par leur mari parce que ce n'était pas admissible socialement qu'une femme signer des œuvres. Mais il n'empêche, Il y a peut-être plus de compositrices qu'on oui, croit. mais il n'empêche que dans la pratique sociale, on les voit, elles ne figurent pas. Elles ne figurent pas dans les concerts. Même depuis 30 ans, on n'a pas amélioré spécialement la représentativité féminine dans les œuvres musicales qu'on met au public. Ouais, c'est tout à fait vrai. Alors on commence à voir des chefs d'orchestre, comme on l'a dit hier soir. Ah oui, et là aussi, Ça, c'est aussi une nouveauté. Oui. Moi, je connais quelques compositrices, mais elles sont peut-être pas encore très connues du grand public. Oui, puis il faut du temps pour s'assurer que quelqu'un a vraiment une puissance. C'est pas quelqu'un qui va le faire tout seul. C'est ça. Bon, donc pour l'instant, il y a quand même une réalité comme ça. Donc le 1 et le masculin et le féminin et le pluriel, tout ça, ça se rejoint. Parce que le 1 et le multiple, c'est aussi quelque part l'homme et les femmes. Il y a eu de célèbres compositrices dans la musique populaire variété comme Barbara en France. Ah, Barbara, oui, des bien chansons sûr. qui sont devenues tout à fait connues. Oui. Alors, on va rester sur un plan plus technique. Comment concevoir, si vous deviez expliquer à quelqu'un qui veut apprendre le français, par exemple, qu'est-ce qui distingue la forme de l'adjectif français au masculin et au féminin? Là, il y a une règle générale qui est le féminin, qui rajoute un E, mais évidemment, il y a des tas de situations où ça se passe Oui. comme ça. Alors, à votre avis, donc par exemple, si je prends bon, au féminin, ça donne bonne. Voilà, alors on rajoute un petit N de plus au milieu. Et si je mets grand, par exemple, grand, Là, ça joue très bien. Grandeur. grande, Ouais. Ça, c'est le cas régulier, on pourrait dire. si je dis par exemple humain, Humain. Alors là, de nouveau, on change un peu la prononciation. Ça fait pas humane, mais humaine. et oui. Donc là, le 1 de l'humain n'existe plus dans le féminin. C'est ça, il se prononce. Le 1 est prononcé. Non, c'est pas qu'il est prononcé, c'est qu'il est séparé. C'est-à-dire que vous avez AI, puis après NE. Parce que finalement, L'humain, c'est A-I-N. oui, mais en fin de compte, rajoute un E. quand vous dites humaine, vous cassez le IN. Parce que c'est le IN qui donne le 1. En fait, c'est le A-I-N. Oui, c'est ça. Et là, il est cassé. Voilà, il est cassé. Ouais. Il est cassé. Voilà. Et d'ailleurs, alors paradoxalement, grande, par exemple, si le en est masculin, comment se fait-il qu'il apparaît également au féminin? Alors, grand, c'est le cas régulier de base où il n'y a pas eu de transformation. Non, c'est l'inverse. L'inverse. Par exemple, le cas classique, par exemple, petit, petite. Voilà, ça Là, c'est comme grand. Non,
Non. Le en, là dans petit, il n'y a pas de forme en AND. Non, mais ce qui se passe, c'est qu'entre le masculin et le féminin, on rajoute un E, c'est tout. Oui. Et ça, c'est la règle de... Mais dans humain, vous avez bien vu qu'on a humain, humaine. Là, on a dit qu'on cachait le lien, là. Dans la prononciation. Oui. Donc, du point de vue de l'écriture, on a rajouté un E, c'est tout. Non, mais je parle de la prononciation, moi. Ce qui m'intéresse, c'est la prononciation. Alors, pour ce qui est de la prononciation, il faut toujours remonter aux racines latines, en l'occurrence, et regarder comment ça s'est transformé. Peut-être là, on aurait quelques explications. Non, ça c'est... C'est vrai que, d'abord, voyons les racines... attention, on parle de l'oralité, là. Alors, les racines latines, on ne les connaît pas dans leur oralité. Et là, sinon... Donc, c'est pas sérieux, ça. L'argument des racines latines n'est pas sérieux. Apparemment, il y a une tradition orale française qui a perduré depuis des siècles. Oui, mais enfin, n'oublions pas que le français qu'on parle est une langue en partie artificielle, parce que la langue, les gens, l'oralité, c'était toutes sortes de patois innombrables, dont l'un a été ensuite plus ou moins fixé, mis dans un carcan, à force d'efforts d'école et de grammaire. Donc, par exemple, quand vous prenez bon, bonne, vous voyez bien que le on a disparu dans bonne. C'est-à-dire qu'on a coupé. Donc, la particularité du masculin, quand il y a un phénomène avec le N comme ça, c'est toujours du côté masculin, c'est jamais du côté féminin. Donc, on marque dans bon, grand, humain, c'est chaque fois des diphtongues en an, oui. En, oui. C'est un marqueur sonore masculin. Et normalement, au féminin, il disparaît. Sauf que là, il y a une exception, parce que grand, alors, grand, ça ne peut pas donner grande, parce qu'en mettant grande, vous gardez le en masculin. Voilà, comme dans petit, on garde le i, ça fait petit. Ah non, mais là, il n'y a pas de spécificité, on parle des diphtongues. Dans petit, ça reste... ça reste. On peut prendre brun, qui devient brune. Oui, ben voilà, ben là aussi, le 1 disparaît au féminin. Voilà. Donc il y a une simplification du processus de prononciation au féminin. On peut même dire qu'il y a une dégradation quand on passe au féminin. Voilà, de dégradation, c'est... Il y a quelque chose de très élaboré, très sophistiqué au niveau du masculin, et au féminin, on retombe dans des trucs tout à fait banals. Pourquoi est-ce que le 1, le on, le en serait plus sophistiqué et élaboré? Parce que ça se dit dans le nez? Non. C'est spécial en français? Oui, par exemple, dans les langues latines, et même dans les langues germaniques, on n'a pas ce phénomène. Ah, en effet, c'est des sons très particuliers au français. Ah ben voilà. Ouais. Donc c'est quelque chose qui est très particulier au français, et qui a disparu dans les autres langues. Si on peut poser la question aussi de ce genre-là. Il y a des traditions qui ont pu se faire. Le français a maintenu quelque chose, en tout cas, perpétue quelque chose, véhicule quelque chose qui n'existe pas en espagnol, en italien, en allemand. Alors, en anglais, c'est un peu différent. Vous connaissez un peu l'anglais? Oui. Alors, il n'y a pas de on en un. Si. Comme vous dites, je ne mange pas. Je ne mange pas. Oui, en anglais. I don't eat. Eh bien, c'est un on. C'est pas I don't, c'est I don't. Ah non. I dit I don't want. I don't. Non, c'est pas. Ils prononcent pas, ils disent pas I don't. Ils disent pas I don't. Non. I don't. Ils font quelque chose qui ressemble au français. À la différence de l'allemand. Ouais. Est-ce qu'il y a des langues par exemple, je ne peux pas. Non, je ne pense pas. C'est des langues extra-européennes. Et non, ils n'ont pas du tout ça. L'hébreu, par exemple. Et par exemple, quand vous dites je ne peux pas, quand vous dites c'est pas le can't, ça ressemble au français. Ils ont. Oui, mais pourquoi c'est comme ça? Parce que tu sais très bien que l'anglais a été impacté considérablement par le français. Vous savez ça? C'est ça. Eh ben, ils ont récupéré. Par exemple, si je dis I say. Pourquoi les Anglais prononcent AY, ils prononcent E? C'est du français. Les Allemands disent jamais ça. Non, mais alors là, ça va. Authority,
Oh, Qui est en anglais, en germanique, on a eu, ça se prononce pas O. ah, oui. Ah, mais il y a énormément de mots anglais qui viennent de racines latines. Non, c'est pas des racines latines, on parle de prononciation. Ah, Attention, on parle de prononciation. Ils ont un code de prononciation, même you. You. C'est pas germanique, ça, you. C'est le ou français. ça serait des marques encore d'influence française sur la langue anglaise. Même sur des mots qui ne sont pas d'origine française. Comme you, c'est extraordinaire, you. C'est pas vous. Ça vient pas de vous. Ça vient de quoi? Non, mais je parle pas du lexique, je parle de la prononciation. Oui. Ce code du OU, il n'existe qu'en français. Apparemment en anglais aussi. Puisqu'il est passé en anglais. Voilà. Vous moquez du monde, là, excusez-moi.